On peut commencer de toute façon. Il y aura, alors, j'accueille juste 2 personnes supplémentaires et puis je pense qu'on peut démarrer dès que vous êtes prêts. Bah, on va attendre quand même les 3-4 Oui. minutes supplémentaires pour laisser. D'accord, Parce très que bien. normalement, on avait 56 inscrits. Ah oui, quand même. Là, on est à 16, Oui. donc ça va augmenter un tout petit peu. C'est vrai que par le temps de couvre-feu, on est à la maison, donc on a un peu de temps à consacrer aux affaires européennes. En tous les cas, bienvenue à tous, hein. Je vois Olivier. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Merci à Robin. Mais bon, je ne parle pas, donc je ne suis pas comme, je n'ai pas fait comme Léo, comme Robin, comme Jean-Claude, comme Cécile, un fond aussi prestigieux, aussi adapté. La prochaine fois, je le ferai. Voilà, ça fait plaisir de vous voir. Et surtout, ça me ferait plaisir de vous voir en vrai, En quoi. vrai, oui. Et qu'on refasse nos événements à l'hôtel de l'Industrie. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut même pas, comment dire, on peut même plus faire des trucs à moitié en visio, à moitié en présentiel, parce qu'on doit être rentré à 18h, sauf à coucher sur place. On est coincé. Et puis faire des trucs dans la journée, ça devient tellement compliqué pour ceux qui travaillent de tout faire avant 18h, s'ils doivent partir à 17h, que voilà. Et puis après, c'est compliqué parce que moi, voilà, je suis rentré à la maison pour 18h, mais il faut que je fasse manger les enfants. Alors que je faisais mes zooms à l'hôtel de l'Industrie tranquille, et j'arrivais juste pour mettre des pieds sous la table. Là, je suis pris dans le maelstrom des devoirs, de la cuisine, de tout ça. Voilà, c'est pas facile. Voilà, certains comprendront. Voilà, mais bon, voilà. Merci à Jean-Claude, merci à Robin d'avoir organisé cette conférence, et merci également à Léo. Donc, on a quand même, pour vous donner des bonnes nouvelles, depuis aujourd'hui, on a 2 services civiques européens à l'hôtel de l'Industrie pour monter les conférences. Donc, vous aurez l'occasion d'en avoir au moins une par mois. Voilà, donc et ils sont top, Léo est top, et puis il y a Corentin qui vient d'arriver aujourd'hui, qu'on a accueilli également, et on va avoir 2 services civiques, 2 fois 2, toute l'année, et ils sont là pour monter des conférences, pour monter des événements, pour travailler pour l'Europe et pour le mouvement européen à Paris et la société d'encouragement. Donc, il y a de l'activité en perspective. On y croit. Voilà. Et merci à vous d'être là. Bien. Bon, bah, Léo, on va pouvoir lancer notre conférence. D'accord. À ce moment-là, moi, je vais lancer mon partage d'écran. Bon, alors, tout d'abord, je vais vous donner un tout petit mot d'abord de bienvenue à tous, hein, et puis remercier bien sûr Robin pour son intervention. Comme on est encore au mois de janvier, eh bien c'est l'occasion de renouveler les vœux pour que 2021 soit meilleur que 2020, ou moins pénible pour beaucoup. C'est aussi l'occasion de relancer, comme le disait Olivier, les conférences, hein, donc nous aurons là l'appui et l'aide de stagiaires service civique, donc Léo qui a déjà œuvré ce soir, et puis donc Corentin qui nous rejoint aussi. Voilà. Là, pour, je dirais, améliorer la qualité de l'audition, donc on a coupé les micros. Seul donc notre orateur ou intervenant principal aura la parole dans un premier temps. Ensuite, ça n'empêche pas que si vous avez des questions à poser, vous pourrez le faire je dirais en cliquant sur le petit icône discussion qui se trouve en bas de votre écran au milieu. Donc, posez vos questions
Et je remercie par avance Anne Dieterlin qui va soit retransmettre les questions, soit en faire la synthèse si elles sont trop nombreuses, en essayant de les regrouper par grand thème. Maintenant, je vais un tout petit peu présenter Robin Degron, qui est, je dirais, notre intervenant et notre invité principal. C'est d'abord, avant tout, non seulement un expert, mais c'est aussi un ami de l'Hôtel de l'Industrie et puis un ami du mouvement européen dont il est membre. Donc, merci à lui. Alors, c'est un ancien élève de l'ENA, il est haut fonctionnaire, il est enseignant à Sciences Po, il est aussi professeur à Panthéon-Sorbonne, et puis il intervient aussi à Normal Sup. Il est écrivain, il a écrit un certain nombre d'ouvrages sur les finances publiques, dont en particulier les finances publiques à l'heure européenne, vers un nouvel ordre territorial français en Europe, The New European Budgetary Order. Et puis, je dirais, il a aussi participé, je dirais, il a une autre qualité ou un autre centre d'intérêt qui concerne le développement durable. Et il a écrit « La France, bon élève du développement durable », mais avec un point d'interrogation. Il participe aussi à, je dirais, il écrit des articles. Alors, pour en citer quelques-uns, il y a « La planète ou le peuple, faut-il vraiment choisir ?» toujours dans ce thème du développement durable. Et puis, il a aussi écrit l'agenda financier Europe 2027, une quête de croissance des cohésions qui s'érode. Mais il y en a bien d'autres. Voilà, Romain, ce que je pouvais dire. Et maintenant, je vais te laisser la parole pour nous instruire sur les finances européennes. À toi. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, question préalable, est-ce que tout le monde voit le partage d'écran? Les finances de l'UE 2019-2020. Oui. Bon. Très bien, on ne va pas commencer sur cette bonne base. Mais en tout cas, merci de ton invitation, Jean-Claude. Merci Olivier Mousson aussi, hein, qui est toujours dans cette collaboration étroite entre la Société d'encouragement industriel national et le mouvement européen France-Paris. Et puis, bonne année à tous, parce que c'est l'occasion de se la souhaiter. Et bonne année à l'Europe, qui en aura bien besoin, et à tous ses États membres pour affronter cette situation qui dure et qui devient pénible. Alors, ce soir, après échange avec Jean-Claude et les amis du cercle du MEF Paris, l'idée était de vous présenter, avec un peu le recul, ce qui s'est passé, de mon point de vue, d'assez fondamental dans la séquence 2019-2020 qui s'achève. Donc, on a passé le cap, on a un nouveau cadre financier, le Brexit est fait. Essayez de trouver un moment de recul par rapport à cette période quelque peu tumultueuse dans laquelle l'Europe a été pendant ces 2 années, au moins sur le plan financier, si ce n'est sur le plan sanitaire, en tout cas en 2020. Avec une interrogation, qui est une interrogation d'universitaire. Ce soir, je ne serai pas en posture d'être un militant de l'Europe et de vous dire « tout va très bien, Madame la Marquise ». Je serai plutôt dans une posture d'universitaire qui examine, j'allais dire, le pour et le contre de la construction européenne sur le plan financier et qui essaye d'apporter un regard, peut-être pas un éclairage, une parole révélée, mais un éclairage lucide que je souhaiterais le plus objectif possible sur la situation financière de l'UE, aujourd'hui et surtout demain, parce qu'on est inscrit dans une dynamique longue et qu'il faut essayer de voir un peu plus loin que le bout de son nez et regarder les coups ou les mauvais coups qui pourraient venir sur l'Europe pour finalement mieux l'aider. Alors, en préambule de mon intervention, comme je le fais quand je fais mes cours de finances publiques européennes à la Sorbonne, à Paris 1, à la Prépéna, toujours remettre en perspective ce qu'est le budget de l'Union européenne. Le budget de l'Union européenne, c'est à peu près 1% de la richesse européenne. 1% de la richesse européenne. Tout à l'heure, je vais vous parler des virgules. Je vais vous parler de 1,13, 1,16. Mais globalement, vu de loin, le budget de l'Union européenne, c'est 1% de la richesse de l'Union européenne. Par comparaison, le budget fédéral américain, c'est de l'ordre de 20% du revenu national brut américain, de la richesse américaine. Donc, il faut toujours avoir quand même cet ordre de grandeur en tête pour relativiser les débats sur des progrès, qui sont des progrès mais relatifs, par rapport à un niveau budgétaire qui est relativement modeste. Donc, toujours avoir ça en tête, en toile de fond. Alors, j'en viens
dému du cœur de mon exposé sur cette question d'essor, c'est-à-dire d'envol, de nouveaux départs pour l'Union européenne sur le plan financier, versus une érosion rampante, à bas bruit, qui pourrait être masquée en réalité par les aléas de l'actualité. Et je voudrais commencer par cette photo que vous connaissez tous, évidemment, c'est le succès du sommet du 21 juillet 2020, où on était tous, et je me mets dedans, en haleine, parce qu'on se demandait si l'Union européenne allait enfin aboutir à un deal financier pour essayer de passer cette crise du Covid, cette fichue crise du Covid, et puis de structurer son budget, ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, qui pour l'Union européenne dure 7 ans. Et là, la question s'était topée sur le cadre financier pluriannuel des années 2021. Ça y est, on y est. Et il fallait en avoir un au 1er janvier 2021 jusqu'en 2027. Et on a cette image de ce coup de coude amical entre Ursula von der Leyen et Jean-Marc Michel pour souligner cette réussite. Bon, ça c'est le succès que je qualifierais d'instantané de la conférence et du Conseil de juillet 2020, qui a été prolongé plus récemment par un conseil budgétaire des 10 et 11 décembre à Bruxelles, qui a entériné, si on peut dire, des amodiations au cadre financier pluriannuel. Voilà l'image qu'on en avait, et cette image, elle correspond beaucoup d'une certaine façon à un soulagement par rapport à une crise dans laquelle on se demandait bien comment l'Europe allait sortir. Elle en sort à l'unanimité du Conseil sur des perspectives financières qui nous permettent d'avancer, en tout cas d'essayer de sortir de cette crise. Maintenant, au-delà des images, au-delà de l'instantanéité, on va rentrer dans un détail qui est peut-être un peu austère, mais je crois nécessaire, des chiffres qui se cachent derrière cette performance. L'idée du développement que je vais vous proposer ce soir, c'est un développement très simple et très financier, de considérer comment les dépenses de l'Union européenne vont progresser dans le cadre du nouveau CFP et surtout du plan de relance, et comment ça va progresser provisoirement, parce que ce plan de relance, il va augmenter très sensiblement les moyens de l'Union, mais sur 3 ans. Et puis, on verra ensuite qu'au-delà de cette évolution, j'allais dire ponctuelle, du budget de l'Union européenne liée à la relance, on est dans un cadre financier, un budget pluriannuel de l'Union européenne qui est globalement, lui, plutôt orienté à la baisse en termes relatifs par rapport à la richesse de l'Union européenne. C'est notamment lié au Brexit, mais pas seulement. Et en face de ces dépenses, on a des ressources. Et les ressources, pour l'instant, grâce à cet accord de juillet confirmé en décembre, les ressources de l'Union grimpent d'un endettement. Des ressources nouvelles qui viennent de l'endettement vont permettre de financer les politiques de l'Union. Mais, et le mais est important, pour bien faire, il faudrait que ces ressources elles soient aussi adossées à des ressources fiscales qui permettent de rembourser l'emprunt, intérêt et capital, et puis qui permettent de donner une assise fiscale à l'Union européenne qui en manque beaucoup. Donc voilà, il y a une contradiction entre un plan de relance qui renchérit les moyens de l'Union, qui permet plus de dépenses, mais une tendance globalement plutôt baissière, et puis des ressources qui restent dans l'incertitude de progrès en matière fiscale. Alors, le plan de relance, qu'est-ce que c'est, le Next Generation EU? Eh bien, c'est une manne financière de 750 milliards d'euros, c'est tout de même pas tout à fait négligeable, qui en fait est un programme qui va permettre de financer plusieurs aspects du développement européen sur la période 2021-2023, en crédit d'engagement, en engagement juridique, si on peut dire de la parole de l'Union européenne. Les montants ne sont pas négligeables et en gros, il y a 2 types de fléchage dans les dépenses du Next Generation EU. Il y a l'essentiel, c'est-à-dire la facilité pour la reprise et la résilience. C'est le fonds, on va dire, de sauvetage de l'Europe après le Covid, pendant le Covid, qui malheureusement est toujours bien présent. C'est 90% de l'enveloppe, c'est l'essentiel, avec une partie en prêt, 360 milliards d'euros, une partie en subvention de l'Union européenne aux pays les plus en difficulté, en particulier les pays du Sud, mais pas seulement, en particulier l'Italie. Et puis, il y a un abondement qui se fait par le truchement du plan de relance Next Generation EU de lignes budgétaires connues qui font partie du budget européen, le fonds REACT-EU, Horizon Europe, qui est un projet très important pour le financement de l'innovation en Europe, des financements qui vont aussi aller abonder le développement rural, le 2e pilier de la PAC, des fonds pour une transition juste, c'est-à-dire pour gérer une transition mondialisation qui laisse le moins possible de gens sur le côté. Rescue Europe, c'est un programme qui permet à l'Europe d'aider justement à passer le cap de crise de nature de sécurité civile. Donc il y a un abondement, il y a une espèce de confusion entre ce qui relève purement de la relance et puis des éléments qui vont venir abonder
des lignes qui existaient déjà dans le cadre du budget européen. 90-10, en gros, l'essentiel, c'est quand même le financement de la relance, qui sera beaucoup à la main des pays, en France avec le plan de relance, en Italie avec d'autres outils et d'autres choix politiques nationaux qui seront financés pour partie par des subventions européennes ou des prêts européens. Maintenant, cette manne de 750 milliards d'euros de prêts et de subventions sur 2021-2023, elle télescope une réalité de fond structurelle qu'on voyait déjà poindre à la fin de la mandature Jean-Claude Juncker, d'une érosion en réalité en termes relatifs du budget de l'Union européenne. Ce graphique qui vous montre sur longue période, depuis le cadre financier pluriannuel, l'agenda financier 93-99, puis l'agenda 2000-2006 et jusqu'à aujourd'hui, l'évolution en pourcentage, en plafond d'engagement du budget général de l'Union européenne par rapport au RNB, au revenu national brut de l'Union à 27, donc par rapport à la richesse relative de l'Union. L'Union a 27. Les deux derniers graphiques qui vous montrent où on en était sur la période 2014-2020 et puis où on en est, où on va sur la période 2021-2027 sont des graphiques corrigés de l'effet Brexit. C'est-à-dire que c'est la richesse en pourcentage du plafond de la richesse européenne hors Brexit. Et même hors Brexit, en termes relatifs, on s'aperçoit que sur la précédente période, on avait un plafond d'engagement en RNB de l'Union européenne de l'ordre de 1,13%, auquel s'ajoutait un 0,03%, là les décimales ont d'importance, qui correspondait au Fonds européen pour le développement, ce qu'on appelle le FED, l'outil historique de l'Union européenne en faveur des pays en développement. Au total, 1,13,003, ça faisait 1,16% de ressources par rapport au RNB de l'Union européenne à 27. Avec le nouveau cadre financier pluriannuel… Robin, puis-je t'interrompre? Oui, parce que j'étais en train de répondre. J'étais en train d'écrire ça. On ne voit pas les graphiques, Robin. Il faut que tu passes à la diapo suivante. Bon, en tout cas, l'idée de clé, c'est que, c'est étonnant, vous ne voyez pas les graphiques d'ailleurs. Non, c'est-à-dire qu'on voit juste la présentation, la première page. Il faut que tu passes à la page après. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Oui, c'est bon. Oui, là, c'est bien. Bon, alors c'est un peu plus petit. Bon, en gros, le souci, c'est qu'on passe de 1,16 en pourcentage de richesse communautaire à 1,13 entre les deux CFP, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire hors effet de Brexit. La tendance, elle était déjà là, de l'appauvrissement, si on peut dire, du budget de l'Union européenne. Alors, maintenant, qu'est-ce qui est touché par la baisse du budget de l'Union européenne, qui s'aggrave, si on peut dire, du départ du Brexit, donc du départ du Royaume-Uni, qui était un grand contributeur net au budget de l'Union, qui apportait plus qu'il ne prenait au budget de l'Union européenne. Ça, c'est une analyse qu'on peut faire à partir des annexes aux différentes décisions du Conseil européen, qui nous permet de voir qu'est-ce qui se passait avant le Covid, dans l'ancien CFP, si on peut dire, et qu'est-ce qui se passe maintenant post-Covid, sachant qu'il y a aussi le plan de relance qui vient s'ajouter. Je ne veux pas trop prendre de temps sur les chiffres parce qu'il y a tout un tas de rubriques du budget européen, comme le marché unique, la cohésion, les ressources naturelles, qui globalement se stabilisent ou diminuent un peu. Mais il y a une espèce de compensation par le plan de relance qui ne durera que 3 ans, mais il y a une espèce de compensation. J'attire surtout votre attention sur le fait que certains postes de dépenses de l'Union européenne, notamment la gestion des migrations, la question de la sécurité de la défense et le financement des politiques de voisinage et d'action de l'Europe dans le monde, baissent, et baissent de manière significative. Et j'attire en particulier votre attention sur la politique de voisinage et de rayonnement de l'Union européenne dans le monde, qui pèse pratiquement de 10%. Ça veut dire que l'Union européenne, qui reste un grand bailleur multilatéral, qui reste un grand financeur du financement, va perdre pratiquement 10% de ses moyens en termes de rayonnement international. C'est une conséquence pas forcément très connue, mais pour l'instant bien réelle de l'évolution du cadre budgétaire. Alors j'en viens maintenant à la question de ce que apporte ce plan de relance. Alors le plan de relance, il a le mérite d'exister, mais il faut bien insister, et là j'ai pris des extraits en réalité des conclusions du Conseil du 21 juillet 2021, il faut bien insister sur son caractère exceptionnel, qui est renforcé dans le texte des conclusions du Conseil par le fait que le pouvoir d'emprunter qui est conféré à la Commission au nom de l'Union européenne, il est clairement limité en termes de volume, de durée et de portée. Donc a priori c'est un one-shot, ce recours à l'emprunt.
750 milliards d'euros, très bien, en partie prêt, en partie subvention, avec, et c'est là qu'il faut être un peu précis pour bien comprendre dans quelle seringue on est engagé, avec un remboursement qui devrait s'échelonner de 2028, donc on n'y est pas encore, de 2028 à 2058. Donc c'est un prêt de 750 milliards d'euros à rembourser sur 30 ans. Ce prêt sur 30 ans, concrètement, il va être remboursé par l'Union européenne. A priori, aujourd'hui, au temps où on se parle, par les ressources de l'Union européenne. Les ressources de l'Union européenne, aujourd'hui, c'est la ressource RNB, c'est la quote-part, c'est la contribution qu'envoient les États membres au budget de l'Union. Et le texte des conclusions du Conseil dit sans préjudice d'autres ressources nouvelles à venir. Mais pour l'instant, en droit positif, on remboursera sur la base des ressources de l'Union, c'est-à-dire des ressources propres traditionnelles de l'Union. Point de détail, les projets qui seront financés par le plan de relance, ils seront financés entre 2021 et 2023 en crédit d'engagement, en décision juridique de faire tel ou tel travaux, telle ou telle opération d'innovation. Et en crédit de paiement, on prendra en compte des paiements jusqu'en 2026. Et le début du remboursement, j'y reviens, c'est à partir de 2028. Donc, on va utiliser cet argent dans les 3 ans qui viennent en engagement et on le remboursera plus tard, sur 30 ans. Donc, on ne fait que rentrer dans une logique de remboursement de la dette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a en vis-à-vis, c'est-à-dire en recettes pour couvrir ces dépenses, et notamment la dépense de remboursement du capital de la dette? Alors là, c'est la photographie d'avant, le cadre financier pluriannuel 2014-2020, celui sur lequel s'appuyait la commission Juncker pour travailler. Je vous rappelle pour la bonne forme qu'il y avait des ressources propres dites traditionnelles, vous savez, les droits sur les sucres. Bon. Il y avait la ressource TVA, pas négligeable, enfin 12%. Il y avait des impôts européens, il y avait des amendes européennes. Enfin, l'essentiel de la ressource européenne, c'était ce qu'on appelle le prélèvement RNB, le prélèvement que doivent les États membres, leur quote-part, un peu à la façon d'un syndicat mixte, que doivent les États membres au syndicat européen dans son ensemble. Avec cette question lancinante et polluante du débat européen, du juste retour, avec chaque État qui calcule ce qu'il donne et qui calcule ce qu'il reçoit de l'Europe et qui fait des différences, d'où les contributeurs nets, que sont l'Allemagne, la France par exemple, et qui était la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne était un contributeur net, même si elle bénéficiait de rabais, elle apportait plus à l'Europe qu'elle n'en bénéficiait. Ces questions-là sont toujours d'actualité. En réalité, elles continuent de polluer en réalité le débat européen avec toujours cette question de qu'est-ce qu'on me donne, qu'est-ce que je prends, et ça ne participe pas de l'unité européenne et de sa solidarité en réalité. Alors maintenant, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est susceptible d'aller, devrais-je dire, dans le financement du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027 et du plan de relance Next Generation EU? Alors là, les données viennent en fait de l'ancienne commission Juncker qui avait mis sur la table un programme de financement de son CFP et il envisageait toujours de s'asseoir sur des ressources propres traditionnelles, sur la ressource TVA, sur les impôts européens, mais de diminuer sa dépendance au revenu national brut à la contribution RNB des États. Donc, les États demeuraient les principaux bailleurs, j'allais dire en quote-part du budget de l'Union européenne, mais le budget Juncker appelait de nouvelles ressources propres de nature fiscale. Attention, ce n'était que des promesses, ce n'était que des perspectives. Et on en est toujours là, en réalité, aujourd'hui, 2021. L'idée, c'était d'enrichir le panier des ressources de l'Union européenne de taxes, de nouvelles taxes, notamment taxes environnementales. La taxe sur les plastiques non réutilisables, la taxe sur le numérique, sur les GAFAM, la taxe éventuelle sur les importations de biens aux frontières de l'UE en fonction de leur, si on peut dire, de leur quantité importée d'émissions de gaz à effet de serre. Il y avait aussi l'idée de ce que j'appelle la TTF, la taxe sur les transactions financières. Tout ça reste à négocier. Tout ça n'est pas dans l'escarcelle européenne. Tout ça est une perspective. C'est très important pour la suite du propos et on va rentrer dans ce détail-là. Là, on va rentrer dans les détails de quelques dispositions, pas forcément les plus visibles, des conclusions du Conseil en termes de ressources fiscales et de son évolution. On est sur des projets. Et dans ces projets, l'Union, je cite, s'efforcera de réformer le système des ressources propres, en envisageant plusieurs nouvelles taxes, celles que j'ai évoquées, mais là, il faut être précis sur les dates.
À partir de 2021, une nouvelle taxe sur les déchets d'emballage plastique non recyclés. Alors, a priori, celle-là, elle devrait voir le jour. Elle fait consensus globalement au niveau du Conseil. Et c'est une taxe qui devrait rapporter environ 5 à 6 milliards d'euros par an. Alors attention, cette taxe, c'est une écotaxe. Donc a priori, elle est censée taxer des choses qui doivent diminuer, c'est-à-dire les emballages plastiques non recyclés. Donc elle peut tendanciellement diminuer. Et puis, c'est 5-6 milliards d'euros par an, compte tenu des projections actuelles. Vous savez compter comme moi, on s'engage sur 750 milliards de prêts à rembourser sur 30 ans. Ça fait 25 milliards à rembourser par an, en capital. On est assez loin du compte, en réalité, même avec les 5-6 milliards de la taxe sur les emballages. D'où la nécessité d'avoir d'autres taxes. Et là, on rentre dans le dur. On rentre dans la question qui est là devant nous, c'est une question de semaines, de mois, espérons-le en tout cas, que la Commission, et validée derrière par le Conseil, avance sur une taxe carbone aux frontières. La question ne fait pas consensus, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple pour les Allemands, qui sont de grands exportateurs au-delà des frontières de l'Union et qui peuvent redouter une espèce de contre-coup par rapport à l'imposition des importations GES sur le territoire de l'Union. Il y a la question de la redevance numérique. Alors là aussi, personnellement, Français, on est forcément pour. D'ailleurs, on est déjà à essayer de rentrer dedans. Pour le coup, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas forcément d'équerre par rapport à cette question-là, notamment, mais pas seulement, les Scandinaves ou les Irlandais. Et puis, il y a une réflexion, le terme est important, qui reste à conduire d'ici 2027, donc on n'y est pas encore, sur l'éventualité de cette fameuse taxe sur la transaction financière. On n'y est là, pas encore non plus, parce qu'il va falloir emporter avec les Irlandais, les Luxembourgeois, et sans doute les Allemands avec la plaque de Francfort. Donc, on est dans un moment de transition où, pour l'instant, peu de choses sont actées, en réalité, sur la couverture fiscale du plan de financement, du cadre financier pluriannuel et du plan de relance. Là, il faut revenir à un fondamental de la construction européenne et du droit européen, et qui va toucher au point, on arrive près de la conclusion, au point dur de mon exposé. Comme vous le savez, il y a deux modes de décision communautaire en réalité. Il y a ce qu'on appelle le mode communautaire, qui s'appuie sur ce qu'on appelle la législation ordinaire de l'Union européenne. C'est le cas pour le marché intérieur, c'est le cas pour l'environnement, par exemple. Et là, on est dans un mode communautaire puisqu'on avance à la majorité qualifiée du Conseil avec une codécision avec le Parlement européen. C'est le mode communautaire par excellence qui permet de construire l'Europe, j'allais dire, peut-être pas par consensus, mais par majorité qualifiée. Sauf qu'il y a un autre mode qui cohabite, et il ne faut pas oublier parce que ça déséquilibre le mode de gouvernance communautaire, c'est ce qu'on appelle le mode intergouvernemental avec la législation dite spéciale, mais qui est en réalité très peu spéciale parce qu'elle couvre énormément de champs, par exemple le champ de la santé, et on en a sans doute un peu souffert dans les derniers temps, mais surtout, et c'est mon point, sur le plan de la fiscalité. Au niveau européen, l'Europe n'avance sur le terrain de la fiscalité qu'à 27. Et toutes les voix comptent. Si les Irlandais disent non, c'est non. Si les Luxembourgeois disent non, c'est non. Et donc, la question, le point, en quelques éléments de conclusion, c'est que finalement, avec un peu de recul, un peu de, j'allais dire, de distanciation par rapport à ces événements qui nous ont submergés jusqu'à fin 2020, notamment ces conseils européens très pleins de suspense, concrètement, l'Europe s'appauvrit sur le plan économique du fait du Brexit. Elle perd une puissance économique. Elle acquiert une dette. Alors, on peut être sensible au fait que cette dette soit mutualisée, mais avant qu'elle soit mutualisée, c'est une dette, et elle est considérable, 750 milliards d'euros. Et en face de cette dette, comment on la couvre? La fiscalité communautaire, pour l'instant, il y a une vraie question de faisabilité, de réalité de cette fiscalité. Elle n'est que virtuelle pour l'instant. Aujourd'hui, au fil de l'eau, si rien ne change, s'il n'y a pas de décisions à l'unanimité qui sont prises dans le champ fiscal, dans les champs fiscaux que j'évoquais préalablement, taxe de transaction financière, taxe aux imports de GES, GAFAM, eh bien, au fil de l'eau, le remboursement du prêt, il se fera sur les ressources traditionnelles de l'Union européenne, en particulier sur ses ressources RNB. Et ce que l'Union européenne remboursera, elle ne mettrait pas sur des nouveaux programmes à dépenser. Attention, on est dans un entre-deux qui financièrement n'est pas du tout, comment dirais-je, consolidé.
Donc finalement, c'est la démonstration à laquelle je voulais aboutir, tout l'édifice financier, tout l'équilibre financier du nouveau budget européen 2021-2027 et du plan de relance Next Generation EU repose sur une fiscalité commune. Et pour l'instant, elle n'existe pas. Alors, 2 slides qui se veulent un peu provocants, mais c'est pour le débat et puis pour lancer les choses. Vous voyez, Mark Rutte, bon, il n'a pas eu de chance là. Récemment, son gouvernement, pour des raisons purement de politique intérieure, a dû démissionner. Mais d'une certaine façon, à l'opposition de la belle image que je mettais tout à l'heure en avant, très paritaire, entre Ursula von der Leyen et Jean-Marc Michel, les Pays-Bas, finalement, ils ont topé, mais finalement, ils ont topé sur quelque chose qui ne les engage guère, parce que tant qu'ils n'ont pas topé, eux et d'autres, je pense notamment aux Luxembourgeois, aux Irlandais, sur la question fiscale, en réalité, ce plan de financement, il est plus une fragilité pour l'Union européenne qu'une force, en réalité, sur le moyen long terme. Alors, je ne voudrais pas en terminer sur cette note négative, mais qui renvoie à des stratégies de certains États membres de l'Union européenne, qui ne sont pas si européens que ça, en réalité, au sens où nous, on l'entend. Je considère personnellement, même si les questions des droits de l'homme, les questions environnementales sont essentielles évidemment dans le projet européen, qu'aujourd'hui, la priorité numéro 1 pour l'Union européenne, c'est vital, c'est d'avancer sur le champ d'une fiscalité commune. Déjà sur la commission Juncker et avec l'initiative portée à l'époque par le commissaire européen Pierre Moscovici, l'Union européenne, la commission avait avancé une communication de la Commission et du Parlement sur le fait de tendre vers une harmonisation fiscale européenne. Pour l'instant, cette stratégie n'a pas encore été mise en œuvre, mais on peut l'appeler de nos voeux, parce que si l'Europe n'arrive pas à avancer sur le terrain d'une fiscalité commune, sur le moyen long terme, l'Europe va s'affaiblir, en réalité, en termes financiers. Voilà, quelques éléments d'analyse que je souhaitais livrer à votre réflexion, et en tout cas en partage. Et puis maintenant, je suis tout prêt à répondre aux questions éventuelles que vous pourriez poser sur cet aspect financier austère, mais décisif en réalité, et révélateur des fragilités structurelles de la construction européenne. Bien. Désolé que vous si tu ayez eu permets, Robin, je vais essayer de poser une première question. En attendant, ça permettra à d'autres de réfléchir sur la question qu'ils veulent te poser. Je suis très sensible à ce que tu viens de dire, en particulier sur la nécessité d'avoir des ressources propres pour faire face au remboursement de cet endettement. Je dirais que tu n'as pas évoqué, malgré tout, qu'une partie de ces dépenses, ou du moins de ces nouvelles utilisations, vont venir enrichir des investissements qui seront faits au niveau des pays. Donc, va provoquer un petit enrichissement, donc quelques ressources supplémentaires, ce qui ne veut pas dire que les pays qui vont engranger ces résultats bénéficiaires seront d'accord pour les restituer, ces gains supplémentaires. Donc, c'est effectivement un problème qui reste entier. Et puis, tu n'as pas parlé non plus du rôle de la Banque centrale, où là aussi, il y a quand même je dirais, la contribution de la Banque centrale pour faire face, ou tout moins pour répondre à la crise du Covid-19, n'est pas négligeable non plus. Absolument. Alors, sur ces 2 points, sur en gros les investissements d'avenir et la Banque centrale européenne qui justifient des exposés à eux-mêmes. D'ailleurs, j'en avais parlé lors d'un précédent exposé, il y a 2 ans de cela, je crois, sur la question du financement de l'investissement dans l'Union européenne. Alors oui, les financements, mais comme toujours, en réalité, les financements apportés structurellement par l'Union européenne, je pense par exemple au financement Horizon Europe, ou au fonds structurel européen, d'ailleurs au FEDER par exemple, ou au fonds de cohésion, participent en général à l'amélioration de la croissance qu'on appelle la croissance potentielle des États, sur le plan des infrastructures, mais pas simplement des infrastructures, j'allais dire en dur, mais sur le plan de la recherche. Tout ça génère effectivement de la réflexion, de la recherche à terme du développement qui peut nous porter à la pointe de l'innovation.
d'une certaine façon, il y a une continuité de ce point de vue-là. Le plan de relance ne change pas la donne. Le plan de relance, il va surtout financer, pour beaucoup de pays, j'allais dire, un sauvetage économique et social de court terme de la situation. Il va marginalement abonder des lignes du budget européen qui est structurellement, lui, tendu vers le financement des investissements d'avenir. Je reviens par exemple à Horizon Europe, mais fondamentalement, ça dépendra de ce que les pays voudront faire. Mais dans chaque pays, il y aura une composante, prenons le cas de la France, une composante plan de relance, j'allais dire pompier, c'est-à-dire sauver ce qui peut l'être et sauver l'emploi. C'est ce qu'on fait en France avec le chômage partiel, qui est une composante du plan de relance France Relance, qui sera abondée à hauteur de 40% par l'Union européenne, puisque l'Union européenne va soutenir de 40 milliards d'euros le plan de relance français qui porte sur 100 milliards, donc à hauteur de 40%. Donc il y aura cette composante, j'allais dire, conjoncturelle ou contracyclique, pour essayer de sauver les emplois qui peuvent l'être. Et puis, en France, il y aura une composante, effectivement, structurelle. C'est le premier volet du plan de relance français, qui pèse environ 36 milliards d'euros, où là, on va s'engager dans la transition écologique, c'est-à-dire surtout énergétique. Développement d'infrastructures de transport collectif, isolation du bâtimentaire. Donc, il y aura les deux composantes dans le financement du plan de relance. Mais le plan de relance, il n'est pas fondamentalement fait pour financer les investissements d'avenir. Il est partiellement fait pour ça, en complément du droit commun budgétaire qui est le cadre financier pluriannuel. Ça va dépendre beaucoup des pays. Je vais vous parler du cas de la France, qui, de mon point de vue, est relativement exemplaire. Alors, là, je suis universitaire français, mais je suis d'abord français, donc je prêche un peu pour ma paroisse. Je trouve qu'il y a un équilibre, d'une certaine façon, entre des mesures contracycliques conjoncturelles de court terme et des mesures plutôt de long terme de nature structurelle. Mais vous avez d'autres plans de relance qui s'esquissent en Europe, je pense notamment à celui de l'Italie, qui présente beaucoup moins de dimension structurelle et beaucoup plus une dimension conjoncturelle. Et donc, j'allais dire, le plan de relance va éponger, ou en partie éponger, parce que je pense que ça ne sera malheureusement qu'en partie les dégâts socio-économiques de la crise, sans forcément résoudre les problèmes structurels, par exemple, de l'Italie. Alors, deuxième point, la Banque centrale européenne. J'en ai pas parlé, puisque là, on est dans une logique budgétaire, mais la question de la BCE est évidemment importante sur l'angle monétaire. Alors là, j'ai écrit une petite tribune il y a quelques mois de cela dans un blog de Léo Keller sur les inflations de la relance. Alors, ce qui est vrai, c'est que la Banque centrale européenne, c'est vrai depuis Mario Draghi, soutient l'activité économique européenne par la politique dite de quantitative easing, qui consiste globalement à racheter massivement sur le marché secondaire, c'est-à-dire auprès des banques qui nous ont prêté, racheter des obligations d'État, des dettes d'État. La Banque centrale européenne n'achète pas directement aux États sa dette. La Banque centrale européenne n'est pas une spécialiste des valeurs du Trésor français. Par contre, les banques qui achètent des OAT, des obligations assimilables du Trésor français, peuvent ensuite revendre cette dette souveraine à la Banque centrale. Et sous l'impulsion de Christine Lagarde, et ça n'a pas été sans mal, notamment au niveau du directoire de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne a décidé de continuer et même d'élargir sa politique de quantitative easing pour, j'allais dire, rendre solvable d'une certaine façon la dette des États en la rachetant massivement. Alors ça nous sauve. Ça nous sauve pourquoi? Parce que ça fait que la dette Covid, la dette qui a explosé dans tous les pays de l'Union européenne, notamment en France, puisque la dette française elle est passée de 100 à 120% du PIB environ, sachant que le PIB il bouge beaucoup en ce moment, donc elle a quand même globalement beaucoup augmenté, d'environ 200 milliards d'euros. Ça nous sauve, parce que sur cette dette, on va dire Covid, eh ben, d'une certaine façon, elle est indolore parce qu'elle est rachetée par la Banque centrale européenne, qui maintient par ailleurs des taux d'intérêt très bas. Donc ça nous permet financièrement de gérer le quoi qu'il en coûte. La limite de cela, c'est qu'à un moment donné, les tensions qui s'exercent aujourd'hui au sein du directoire de la Banque centrale européenne, elles ne vont pas aller dans le sens de Christine Lagarde. À un moment donné, le quantitative easing, il aura une fin. Et à ce moment-là, ça sera la fin de l'endettement et il faudra revenir à des pratiques sans doute un peu plus d'austérité qu'actuellement, où on dépense globalement sans compter, en tout cas pour gérer la crise, mais ça aura une fin. Et la fin, elle s'incarne très bien avec la position des Pays-Bas, avec la position des Allemands, qui ne sont pas forcément pour la continuité ad vitam aeternam de cette politique de quantitative easing. Un des grands facteurs limitants, et ça c'est plutôt un facteur positif, qui fera que de toute manière, il y aura un retour à l'orthodoxie des traités en matière des fonctions du rôle de la Banque centrale européenne, ça sera l'inflation. Pour l'instant, ce qui nous sauve, c'est qu'on est dans une situation de très basse inflation.
Et donc, la politique de quantitative easing, fondamentalement, elle est assurée par le fait que la Banque centrale européenne respecte les traités, elle respecte un niveau d'inflation, comme on dit en Europe, l'indice des prix harmonisé à la consommation, en dessous de 2%, et tant qu'on n'est pas au 2%, globalement, elle fait son job au sens des traités. Mais ça, à mon avis, ça ne durera qu'un temps. Et quand il y aura reprise de l'inflation, et même avant reprise de l'inflation, on ne continuera pas, j'allais dire, à faire fonctionner en réalité la planche à billets pour racheter de la dette souveraine. Donc c'est bien, c'est un anesthésiant, si j'ose dire, ça nous fait passer le cap, mais il ne faut pas considérer que ça va durer 10 ans, quoi. J'ai émis une question relativement… Alors attends, parce qu'on va le faire dans l'ordre, si de préférence, parce que moi j'ai enregistré au fur et à mesure les questions. Silence, Allez, pourquoi je me suis permis d'intervenir sur l'harmonisation Écoute fiscale. rien. Il y a un point pour moi représente un problème dans la mesure où c'est une atteinte à l'ordre public communautaire, puisqu'on est dans un système dans lequel chaque État membre a un droit de veto et que par ailleurs, est-ce que pour toi la fiscalité harmonisée peut être comparable à une règle communautaire? Pour moi, ça me paraît… les traditions des États membres, c'est que le peuple est seul maître du budget. Et cette tradition, elle la retrouve dans le fait que c'est le Conseil européen, en codécision avec le Parlement, qui décide tous les ans du budget. Mais on se trouve dans ce système qui n'est pas, justement, qui n'est pas communautaire et qui est une atteinte à l'autonomie du droit communautaire et de l'Europe par rapport aux États. C'est un peu juridique peut-être comme approche, mais c'est la mienne. C'est-à-dire qu'on est dans un système d'entre-deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système étatique, on n'est plus dans un système d'organisation internationale, on est dans un entre-deux, une structure sui generis, comme disent les juristes, et qu'un des gros soucis de l'Union européenne, c'est que structurellement, ces traités fondateurs, et depuis ça n'a pas été changé puisque ça impliquerait l'unanimité, finalement, ont permis aux États de conserver la main sur le social, très globalement, et sur le fiscal. Et finalement, c'est une exception à la règle d'une espèce de concurrence harmonisée. On a harmonisé plein de choses, on a harmonisé les normes, on a harmonisé les conditions de travail dans une certaine mesure, les conditions de production environnementale, mais on n'a pas harmonisé la fiscalité. Et donc, on est dans un schéma européen pour aller à l'essentiel et aller dans le dur des choses très vite, où vous avez des taux d'imposition des entreprises en Bulgarie qui sont de l'ordre de 10,5%, en Irlande ça doit être 11 ou 12, et puis vous avez des taux faciales, en tout cas d'imposition des sociétés en France, qui sont de l'ordre d'environ 33%, qui baissent en réalité compte tenu des crédits d'impôt. Mais en fait, vous avez un rapport pratiquement de 1 à 3 dans la fiscalité des entreprises, qui est un élément de distorsion majeure en réalité dans la production économique au sein des États. Ouais. Mais pour le coup, ce dumping fiscal qui est en fait entériné par les traités, il n'est pas remis en cause par ceux qui jouent non pas sur l'effet, on va dire, prix, c'est-à-dire l'effet de taux d'imposition, mais sur l'effet volume, c'est-à-dire qui attirent les entreprises par le fait qu'ils ont un régime fiscal très avantageux. Par exemple, les Irlandais, mais pas seulement. Beaucoup de pays de l'Europe centrale et orientale, je pense notamment à la Bulgarie ou d'autres. Et là, on est dans une impasse communautaire. Parce que tant qu'on ne dit pas, globalement, on s'appauvrit tous, on est tous tirés vers le bas par ceux qui sont ceux qui baissent beaucoup leur taux d'imposition des sociétés et qui profitent de l'effet volume. Donc tous on s'appauvrit, mais chacun, pris individuellement, a des intérêts divergents. Et donc on n'y arrive pas. Alors pour sortir de cette impasse, parce que là je suis allé tout de suite dans le dur de l'impôt sur les sociétés, qui renvoie au problème de dumping fiscal, et puis après il y a le dumping social, les deux jouant de concert, mais qui est fondamental dans ce qui fait que l'Europe est une jungle fiscale en réalité. Malgré tous les efforts qu'on fait de régulation, l'Europe est la pire jungle fiscale au monde en réalité. L'élément positif, qui est d'ailleurs véhiculé par la communication de la commission que j'évoquais tout à l'heure, c'est une communication du 15 janvier 2019, donc prise sous l'autorité du président Juncker et du commissaire Moscovici, de dire qu'il faudrait sortir de cette impasse-là. Ils ont défini une espèce de stratégie de feuille de route. Et dans leur feuille de route, ils ne vont pas directement à l'harmonisation de l'IS, parce que là, c'est hors de propos. Mais assez raisonnablement, ils proposent de commencer par travailler déjà sur les pratiques qui sont les plus préjudiciables à tous en termes de fraude fiscale, de lutter ensemble contre la fraude fiscale.
ça ne mange pas de pain, mais là, globalement, tout le monde est plus ou moins d'accord pour avancer dans ce sens-là. Et puis, deuxième étape de la stratégie, c'est de dire, au moins, sur certaines stratégies sectorielles de l'Union européenne, notamment l'environnement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire jouer la clause passerelle, vous savez, cette clause passerelle qui permet, en gros, de passer de la législation spéciale à la législation ordinaire, donc de l'unanimité à la majorité qualifiée, au moins sur les politiques environnementales. D'où la taxe sur les emballages, d'où le projet de taxe sur les taxations à l'import des GES, des gaz à effet de serre. Parce que là, l'idée, c'est qu'on série les problèmes et sur une bulle très thématique environnementale qui fait consensus en Europe. L'Europe est vraiment maintenant repérée comme un grand acteur plutôt positif du Green Deal, enfin de la transition verte. Et on peut avancer par petits bouts. Ce n'est pas encore fait. Et le test, il va être dans les prochains mois. Si on arrive à avancer sur l'emballage, je pense que ça c'est bon, et surtout sur la question des GES, on aura franchi une étape intéressante. On ne sera pas encore à l'harmonisation fiscale qui, à mon avis, devrait être demain celle de l'Europe de la question de l'IS. Ça, on y sera peut-être dans 10, 20, 30 ans, je ne sais pas. Mais il y a un jalon, il y a un cheminement possible pour progresser. Au jour d'aujourd'hui, on est à 0. Parce qu'il y aura une règle commune. Ben, il n'y a pas de règle commune parce que pour avoir une règle commune, il faut l'unanimité, quoi. Hein, sur les taxes, sur les plastiques. Oui, ça, il y a une assurance, et d'ailleurs c'est pour ça que les décisions du Conseil, notamment celles de juillet et de décembre, le disent, à compter du 1er janvier 2021, mise en place de cette taxe sur les plastiques. Il y a un consensus là-dessus. Alors, je n'ai pas la décision formelle, je ne l'ai pas trouvée d'ailleurs, la décision formelle d'aller vers cette taxe emballage, mais elle semble pour le coup réalisable, en faisant jouer cette unanimité du Conseil sur ces questions-là, mais on est sur une enveloppe de 5-6 milliards d'euros. Et les principaux contributeurs à cette taxe, sans surprise, hein, c'est la France et l'Allemagne qui, sur les 6 milliards, pèsent environ 3 milliards d'euros. Donc ça, c'est relativement consensuel. Par contre, ce qui dépasse, c'est les GAFAM, c'est la TTF, la taxe sur les transactions financières, et les GES. Et sur les GES, je pense que c'est la question la plus sensible en réalité parce qu'elle va mettre en porte-à-faux l'Allemagne, compte tenu de son appareil économique qui, lui, très tendu à l'export et très sensible aux éventuelles représailles ou rétorsions de pays hors zone euro. Oui. Merci. Mais je t'en prie. Anne, je crois que je peux peut-être prendre la parole parce que effectivement, j'ai noté j'ai fait un copier-coller des questions au fur et à mesure en fait. Pour compléter, alors effectivement, les questions sur la fiscalité ont été traitées. Il y avait une question là sur effectivement le fait d'adopter ou d'utiliser la clause passerelle, mais je pense que ça a été Robin y a répondu. Alors sur les ressources propres, y a-t-il une véritable volonté des chefs d'État pour avancer sur les ressources propres? Et moi je vais compléter ça en disant, y a-t-il une volonté des peuples? Autrement dit, est-ce que les populations ne seraient pas prêtes justement, en termes de sondage, à avancer sur les ressources propres? Et est-ce que ça ne serait pas un bon moyen, justement, de faire progresser l'idée européenne dans la tête des peuples? Alors, merci Anne pour ces questions. On va commencer par les peuples et puis après on va remonter au niveau des États. Au niveau des peuples, il faut être précis sur la clause passerelle, c'est aussi l'occasion d'enrichir techniquement, on va dire juridiquement le débat. Il y a 2 clauses passerelles en réalité. On parle en général, ou on pense en général à la clause passerelle dite générale. C'est celle qui est cadrée par l'article 48 du traité de l'Union européenne, c'est-à-dire le traité socle, l'article 48 du TIE. Cette clause générale, c'est fait de basculer dans un champ de politique publique européenne de l'unanimité à la majorité qualifiée. Par exemple, dans le champ fiscal. À court terme, à mon avis, très, très, très improbable. Le très, très, très est le plus important. Et puis, il y a ce qu'on appelle la clause passerelle spécifique qui vaut pour certaines politiques, et en particulier pour les politiques environnementales. Celle-là, elle est cadrée par l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Et là, l'idée, c'est que sectoriellement, on considère qu'on peut faire jouer la clause passerelle, par exemple, sur le champ de la fiscalité environnementale. Alors, je fais le lien avec les peuples. Je pense que, alors il y a une grande hétérogénéité des peuples européens, mais je pense qu'il y a quand même un consensus qui se dessine
sur une sensibilité aux questions sanitaires et environnementales, en particulier environnementales, et qui fait que je pense que les peuples, sans pouvoir prétendre parler au nom des peuples européens, et encore moins du peuple européen, seraient sensibles et il y aurait une portance populaire pour une fiscalité environnementale. Ça, je crois ça possible, entendable et supporté par une majorité d'Européens. Donc, je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans la question par quelque chose de très ciblé sur l'environnement, parce que ça touche tout le monde, ça connaît en général pas tellement les frontières, et ça parle, j'allais dire, au cœur et à la raison des gens. Maintenant, au niveau des États, on rentre dans un jeu de géopolitique interne de l'Union européenne. Alors, développement durable et environnement ou pas, certains États, j'en suis convaincu, et le fait que le Royaume-Uni soit parti ne change pas fondamentalement la donne en réalité. Maintenant, on est en continental, mais fondamentalement, je reste persuadé que certains États membres de l'Union actuellement ne veulent pas faire de l'Union européenne autre chose qu'un super espace de libre-échange. Et le fait que les Royaumes-Unis soient partis ne change pas la donne, sans être désobligeant vis-à-vis de tel ou tel ami, enfin, pays partenaire, où par ailleurs on peut avoir des amis, on sait qu'il y a des grands Européens, mais certains pays ne veulent pas jouer la carte de l'Union européenne complètement intégrée, surtout pas sur le champ fiscal. Donc ce que je crains, c'est que et les prochains mois seront révélateurs, là les gens vont sortir du bois, les États vont sortir du bois. S'il y a une opposition sur les taxes environnementales, notamment celles sur les GES, bon voilà, on replie les Gaules et on rentre chez soi. Et on est à l'unanimité, on ne pourra pas faire comme si ça passait. Et je reste persuadé que certains États, notamment les Pays-Bas, ça me semble assez évident, même si les Royaumes-Unis est parti, garderont l'esprit de dire on fait d'abord du business. L'harmonisation fiscale, ce n'est pas notre affaire. Et je crois qu'on risque d'être plombé par ça. Pour sortir du plombage, si j'ose dire, à 27, la seule solution, c'est la coopération renforcée. Alors, les coopérations renforcées, c'est un serpent de mer. Le fait que la Commission européenne ait mis sur la table une proposition de stratégie fiscale, que celle-ci, pour l'instant, n'a pas fait réagir, en tout cas, le Conseil de l'Europe, le Conseil européen, pardon, n'a pas réagi, n'est pas de bon augure. Mais d'une certaine façon, la Commission a mis le sujet sur la table. Ça peut être un élément pour avancer à terme vers une coopération renforcée. Pas à 27, ça me semble totalement improbable, mais peut-être à un peu moins, peut-être la France, peut-être l'Allemagne, peut-être d'autres autour d'elle, pour essayer de tendre progressivement vers cette stratégie d'harmonisation fiscale. Mais je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas à 27. D'accord. Est-ce que le nouveau budget ou ce développement, est-ce qu'il y a… Pardon ? Le cadre financier pluriannuel. On peut dire va pour le cadre financier pluriannuel. Oui, mais j'essaie de pas prendre trop de temps. Est-ce que ça signifie un changement dans les équilibres des affectations budgétaires? Autrement dit, par exemple, il y avait, on a vu, est-ce qu'il y a on augmente certains budgets type Frontex et autres? Est-ce que ça écrase les budgets dédiés à la migration et autres? Autrement dit, est-ce qu'il y a des balances entre les affectations budgétaires? Alors oui. Alors je pourrais donner d'ailleurs à Jean-Claude ou à Léo la communication d'un article que j'ai écrit il y a quelques temps de cela sur ce qu'était le projet de cadre financier proposé par Juncker en fin de mandature. Mais finalement, son équilibre général n'a pas tellement bougé par rapport à l'actuel CFP. Donc, j'ai un article là-dessus qui permet de… D'ailleurs, je crois que Jean-Claude l'a cité en introduction, l'agenda financier communautaire 2021-2027, une quête de croissance et des cohésions au pluriel qui s'érodent. Alors, qu'est-ce qui a changé j'allais dire marginalement malgré tout, le nouveau cadre et le plan de relance. Alors, globalement, on a toujours sur les grandes politiques, marché unique, cohésion valeur, c'est-à-dire les fonds structurels et les fonds de cohésion, ressources naturelles et environnement, c'est-à-dire pour l'essentiel la politique agricole commune, on a des ordres de grandeur qui sont à peu près comparables et on a un apport du plan de relance, notamment sur le marché intérieur, qui fait qu'on est globalement en continuité sur ces grandes politiques communautaires, à peu de choses près. Je vais à grands traits, mais globalement, le structurel est assuré. Alors là où quand même le Covid a bougé les lignes, c'est sur des politiques, j'allais dire, en plein développement de l'Union européenne, qui semblaient très
en plein essor, si j'ose dire, au moment du projet Juncker. C'était la migration, la lutte contre l'immigration, c'était la mise en place d'une politique de sécurité et de défense, c'est-à-dire surtout une politique d'investissement dans le domaine de la défense au niveau européen, et c'était la question du voisinage et de l'action de l'Europe dans le reste du monde. Alors là, pour le coup, c'est des petites politiques en termes budgétaires. Dans le CFP, dans le projet Juncker sur la migration, il y avait 31 milliards d'euros, mais on partait pratiquement de zéro, donc c'était une augmentation énorme en réalité sur cette politique-là. Sur sécurité et défense, on était à 24 milliards d'euros. Là aussi, on passait pratiquement de zéro, donc c'était énorme. Notamment, c'était l'axe chez Frontex. Et puis, on avait, et ça c'est une vieille politique de l'Union européenne, la politique de voisinage et de relation avec le reste du monde, qui pesait un peu plus de 100 milliards d'euros. Avec le nouveau cadre financier, il y a des évolutions qui touchent sur quelques milliards d'euros, mais ça fait mal, parce qu'on est sur des petites sommes relativement. Et donc, par exemple, la politique des migrations, elle perd 25% de ses moyens. On partait de 31 milliards, on arrive à 23. Donc, forcément, quand on est sur des petits chiffres, bon, on s'entend hein, par rapport à des milliards d'euros, ça fait mal. Donc, pour le coup, Frontex déguste par rapport à cela. La politique de lutte contre l'immigration illégale ne sort pas gagnante du nouveau CFP. Il a fallu rééquilibrer, réarbitrer. La politique en faveur de la sécurité et de la défense, donc beaucoup la politique d'investissement en faveur de la défense aussi, à l'ECOP, hein, puisqu'elle était à 24 milliards d'euros, elle passe à 13, donc ça fait moins 45%. Là aussi, c'est des grosses variations sur des petits chiffres. Ça ne sert pas l'Europe de la défense, globalement, les réajustements liés au Covid. Mais ce sur quoi j'ai insisté dans l'exposé, je reviens là-dessus parce que je crois beaucoup que la cohésion de l'Europe, c'est aussi lié à la position qu'a l'Europe dans le monde d'aider les pays en développement. Et que l'Europe, elle a une responsabilité à la fois interne de cohésion, de solidarité, et externe vis-à-vis du reste du monde. Je pense en particulier à l'Afrique. Pas seulement, mais beaucoup à l'Afrique. Là, c'est la politique qui perd le plus. On était à 110 milliards d'euros, on passe à peu près 98 milliards d'euros, on perd pratiquement 10 milliards d'euros. C'est 10%. Ça, c'est beaucoup. Et ça va impacter, parce que l'Union européenne est un grand acteur, est un grand bailleur de fonds multilatéral. Hein. Et l'Union européenne tend plutôt à se recroqueviller là-dessus. D'autant qu'il y a une fusion entre la politique de voisinage et la politique extérieure, au sens de, par exemple, les pays en développement, par exemple l'Afrique, qui fait qu'en fait, il y aura sans doute plus de moyens en termes relatifs sur le voisinage, et donc encore moins sur les pays en développement. Et là, je vous renvoie à l'article que je recommuniquerai à Jean-Claude qui vous le diffusera. Dans les cohésions qui se érodent au sein du budget de l'Union européenne, il n'y a pas que les cohésions internes, hein, il y a les cohésions externes, notamment avec l'Afrique. Ça, pour moi, c'est un gros sujet de préoccupation, parce que ça renvoie à la position de l'Europe dans le monde, en réalité. Par rapport à la Chine, qui devient un très, très gros bailleur de fonds et qui va apporter, non pas en multilatéral, mais en bilatéral, des aides importantes. Évidemment, en Asie, c'est sa zone de prédilection, mais surtout en Afrique, où il y a une compétition, comme vous le savez, acharnée sur les ressources premières africaines, notamment sur les terres rares. Et la Chine prend la place que l'Europe ne tient plus. D'accord. Il y avait une question, notre ami Louis a été actif sur les questions et je vais lire la question de Louis. Alors, l'instrument budgétaire de convergence dédié à la zone euro et de compétitivité est-il définitivement perdu dans les méandres des couloirs du Conseil de l'Union européenne, vu qu'on n'a pas de nouvelles depuis début 2020 ? Je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Je pense qu'effectivement, là, on est dans le chapitre de la rubrique 1 du marché, enfin, dans la première rubrique du budget de l'Union européenne. C'est une grosse rubrique, hein, elle pèse lourd en plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, moi, ce que je crois, c'est que le Covid a fait en sorte qu'on évite surtout la divergence. L'actualité du moment, c'est plus tellement d'activer, il y aura sans doute des crédits peut-être pour améliorer la convergence structurelle des États, mais tous les outils financiers qu'on est en train… C'est un peu comme le Brexit, excusez-moi, je prends une focale un peu plus large. On a pu se réjouir qu'il y ait un accord sur le Brexit. Mais l'embêtant, c'est qu'il y a eu le Brexit. On a pu se réjouir, et je me réjouis qu'il y ait eu un accord sur le CFP, sur le plan de relance. Mais fondamentalement, on se serait bien passé du fait du Covid, qui va en fait nous plomber pour un certain nombre d'années, et en particulier certains pays, notamment les pays du Sud, et je place un peu la France quand même dans les pays du Sud. Donc, d'une certaine façon, là, l'urgence, c'est pas tant de faciliter la convergence, ça c'était le monde d'avant, c'est surtout le fait d'éviter une trop grande divergence.
Et c'est tout l'enjeu du Next Generation EU qui va être traité dans certains pays, et c'est pour ça que je parlais de l'Italie, parce que c'est archétypal, avec aussi les problèmes politiques structurels que connaît l'Italie. Je crains qu'en réalité, l'Italie ne bénéficie pas, n'utilise pas du tout les fonds de relance pour des évolutions structurelles, mais pour parer au feu, pour éviter la misère. Donc, on n'en est plus à la convergence, on en est à éviter une excessive divergence qui irait vers l'implosion de la zone euro. D'accord. Je pense que c'est ce qui explique qu'on parle moins des outils de convergence. Qu'on ne les met pas à jour. OK. Alors, une autre dernière question de Louis. Est-ce que l'utilisation de l'article 116 TUE est une option juridiquement réaliste en matière de fiscalité des entreprises? J'imagine que c'est en Alors, matière... j'imagine que c'est l'article 116 du TFUE, le traité Oui, sur le pardon, fonctionnement de l'Union européenne. Non, mais voilà, je n'ai pas rajouté la lettre oralement. Alors, de mémoire, je ne le connais pas, le 116 du TFUE, comme ça, de mémoire. Honnêtement, sur les entreprises, j'y reviens, je crois qu'il faut avoir des idées claires. L'Union, depuis historiquement, a toujours sorti du processus d'harmonisation du marché intérieur les questions sociales et fiscales. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, on touche au dur, sur le social, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais sur le fiscal, des recettes fiscales des États et surtout de la compétitivité coût de leurs entreprises. Dans un moment, et c'était la logique de la croissance et des cohésions qui se rôdent, dans un moment qui, à mon avis, va être renforcé par le Covid en réalité, où chacun, en tout cas, c'est la voie de la plus grande pente. Ce n'est pas forcément celle que je privilégierais personnellement, mais c'est celle que je vois se décider naturellement. Où, pour sortir de la crise, on va vouloir regagner de la compétitivité, regagner des parts de marché, redynamiser l'économie. Je doute fort que c'est dans ce moment-là qu'on fasse jouer les clauses passerelles particulières ou générales dans le cadre de la fiscalité des entreprises, notamment pour converger. Je crois que la crise risque de diviser l'Union en fait, profondément, un peu plus qu'elle ne l'était encore, sur le champ de la compétitivité coût des entreprises. Donc, je ne connais pas le libellé précis de l'article 116, mais je ne vois pas d'amélioration à court terme sur la fiscalité entreprise Union européenne. Ça me semble très, très improbable. Ce qui me semble plus probable, je le dis parce qu'il faut quand même toujours rester positif, surtout si c'est porté par les citoyens européens. Donc là, on revient dans MEF, on revient dans notre, j'allais dire notre cœur de métier, ce n'est pas un métier, c'est plutôt du bénévolat de toute manière et de l'associatif. C'est de faire en sorte qu'il y ait une pression suffisamment forte du côté des citoyens européens pour que les gouvernements, même les plus réticents, au moins commencent à mettre le pied dans la porte de l'harmonisation fiscale environnementale. C'est le juge de paix. Si on n'arrive pas à avancer là-dessus en 2021, on n'arrivera à rien en fiscalité. Donc voilà, moi, mon enjeu, ce n'est pas les entreprises tout de suite, ce n'est pas possible. Mon enjeu, c'est l'environnement. Et ça renvoie à mes préoccupations qu'évoquait Jean-Claude sur le développement durable, qui ne se réduit pas à l'environnement, parce qu'il y a aussi la dimension sociale dont on n'a pas du tout parlé, et il y a énormément à faire sur l'harmonisation sociale européenne, évidemment. Je crois que l'Europe, c'est une très belle construction, mais qui est très fragile sur ses bases, parce que sur le social et le fiscal, et en particulier le fiscal, c'est-à-dire sur les ressources, on n'est pas d'accord. Dans ce secteur-là, oui. Je vous quitte, mes amis. J'ai une urgence familiale. Merci, à bientôt. À bientôt. J'ai une question qui concerne la monnaie européenne. Autrement dit, est-ce que la monnaie européenne, dans le contexte actuel, est une force ou une fragilité par rapport à la situation actuelle? Pour la plupart des pays les plus en difficulté, on va dire, sans les ostratiser, les pays du Sud, sans les préciser notamment, c'est une chance, c'est une super bouée de sauvetage. Parce que, évidemment, le fait qu'il y ait la Banque centrale européenne qui rachète la dette des États souverains, en partie en tout cas, et qui permettent de maîtriser l'inflation, c'est une chance, et aussi de maîtriser, de laisser les taux d'intérêt bas, donc de soutenir l'activité économique, et l'activité des ménages aussi d'ailleurs, mais l'activité économique des entreprises d'abord, c'est une chance exceptionnelle pour les pays du Sud, ou les pays plus globalement en difficulté. Vu de l'Allemagne, ce n'est pas forcément perçu comme une chance, les taux d'intérêt bas. Parce que, en fait, ce qui est touché, c'est l'épargnant allemand qui voit, en réalité, c'est Madeleine, si je puis dire, ces économies indexées à quasiment zéro, voire moins que zéro. Donc là, il y a une tension qui est la vraie tension monétaire européenne, c'est de savoir jusqu'où ira le sacrifice relatif de l'épargnant allemand par rapport aux consommateurs ou aux citoyens italiens.
Et les Français étant un peu des deux, si on peut dire, enfin étant dans une position comme souvent médiane. Mais là, il y a une vraie tension. Il y a des gagnants et des perdants. Et la question, c'est d'équilibrer sur le temps long ces gagnants et ces perdants. Et je pense, et c'est ce qui me fait dire que la politique de quantitative easing de l'Union européenne, enfin de la Banque centrale européenne, qui croît et embellit, elle aura forcément une fin. Alors cette fin, il faudra qu'elle soit la plus progressive possible, parce que si elle est trop brutale, c'est une catastrophe. C'est une grosse récession économique, si on a une remontée trop sévère des taux d'intérêt. Donc il faudra faire ça, j'allais dire, de façon très subtile et très progressive. Mais on ne pourra pas continuer indéfiniment à racheter la dette des États. Je dis, ça va se jouer au niveau du directeur de la Banque centrale européenne. Là, pour l'instant, on est dans la crise. Et encore en 2021. Là, ce que je crains, c'est, sans faire une analogie malvenue avec ces situations si délicates sur le plan sanitaire, c'est qu'au sortir de l'opération et de la réa, le réveil soit douloureux et que les contusions soient nombreuses et que ça fasse mal. Et dans ce mal-là, il y a cette espèce de retour balancier du quantitative easing pour 2022 ou 2023. Hein. En gros, à la fin de la mise en œuvre du plan de relance, hein, on sera dans ces temporalités-là. Et là, on va rentrer aussi dans un politique qui ne vous aura pas échappé, hein, puisqu'en 2022, c'est une grande année qui va bouger pour la France, mais aussi, enfin, c'est plus proche que nous, d'ailleurs, l'Allemagne. On va changer le jeu communautaire sur le plan politique. Donc, on va rentrer dans une grande période d'incertitude, d'abord sur le plan monétaire et économique, en plus de politique dans les années 2022-2023, à la fin de l'anesthésie, c'est-à-dire à la fin de l'exercice du plan de relance Next Generation EU. OK. En ce qui concerne les questions de ce que j'ai, je revérifie. Je pense qu'on est bon, mais on peut, je ne sais pas combien de temps on a encore. Jean-Claude, mettre le micro. Jean-Claude, le micro. Jean-Claude, le micro. Oui, pardon. J'avais prévu que cela se termine vers 20h30, mais j'ai une autre question, moi, que j'étais en train de poser, donc je la repose maintenant. C'est-à-dire que la description que fait Robin de l'égoïsme national qui, je dirais, va renforcer d'une part la compétitivité de certains États par rapport à d'autres, je dirais, entraîne aussi un appauvrissement d'une part enrichit certains et appauvrit les autres, qui sont quand même les clients des plus riches. Donc à un moment donné, cette situation-là va être encore plus explosive parce que s'il y a une trop grande différence ou trop grande divergence entre le niveau de vie des uns et le niveau de vie des autres, je ne vois pas comment l'Europe, c'est contraire même au fondement de l'Europe. Donc il y aura peut-être des phénomènes qui vont jouer dans l'autre sens en disant on ne peut pas non plus aller totalement de ce sens-là. Quelle est ta réaction là-dessus? Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. L'absence de régulation sur le court terme, on la déplore. Sur le long terme, elle peut être explosive pour l'Union européenne. Et plus la crise s'accentuera, et plus elle deviendra explosive. Et l'explosion, il sera sans doute socio-économique, mais il se traduira forcément par des conséquences politiques et par des choix parfois radicaux au niveau des urnes, qui peuvent faire basculer, et c'est déjà le cas dans certains pays de l'Union européenne, vers des choix politiques qui sont respectables. C'est le produit de la démocratie. Moi, je suis un démocrate, donc je me plie au scrutin des urnes, enfin au résultat du scrutin des urnes, qui peuvent aller dans un sens de tirer encore un peu plus à soi vers les partis de nature nationaliste, en réalité en Europe, ou populistes, ça dépend, il peut y avoir une confusion entre les termes. Donc là, il y a un vrai risque. Ce vrai risque, je pense que, et ce vrai risque de désarticulation politique de l'Europe et d'instabilité de l'Europe, qui fait aujourd'hui la force de l'Europe dans le monde, c'est aussi pour ça qu'on a des taux d'intérêt très bas en Europe et qu'on nous permet une dette très importante. C'est parce qu'on est un pôle de stabilité politique en Europe. Et donc, je crains que ce pôle de stabilité politique, par fragments, par petits bouts, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu dans d'autres pays de l'Union européenne, encore de l'Union européenne, ne tende politiquement la situation. Là, je pense que l'Allemagne aura une responsabilité historique, parce que malgré tout, l'Allemagne, l'épargnant allemand, mais au-delà de ça, son gouvernement, l'Allemagne aura un rôle de pivot en réalité sur le maintien des grands équilibres européens.
Et si l'Allemagne décide d'avancer avec la France, par exemple, sur une coopération renforcée sur le plan fiscal, et décide, en tout cas à travers la BCE, de maintenir le plus longtemps possible cette politique de quantitative easing, ça va dans le sens de stabiliser les choses. Donc là, je crois que le couple franco-allemand, mais en particulier l'Allemagne, sera en fait celui qui apportera la réponse à ton inquiétude. Tant que l'Allemagne tient et que la France est derrière et qu'il y a ce couple franco-allemand qui structure l'Europe, malgré tout, on est une zone de stabilité. Si à un moment donné, on dévisse de l'Allemagne et que l'Allemagne choisit sa route et choisit de se tourner vers l'export, parce que l'Allemagne est très tournée vers l'export hors zone euro malgré tout, là, on rentre dans la solution du pire. Je ne pense pas qu'on en arrivera là. Mais je crois que la solution est du côté de Berlin, en réalité. Et je vois personnellement, de façon assez positive, la continuité européenne qui semble se dessiner du côté de la CDU et à terme, peut-être, du côté du gouvernement fédéral. Mais là aussi, rien n'est sûr. Oui, on le voit bien. Enfin, avec quand même une inquiétude sur les élections allemandes qui arrivent. Hein. Ah oui, il y a une vraie inquiétude. Bon, mais je veux dire, l'Europe, elle avance comme ça depuis des dizaines d'années. C'est au bord du précipice qu'il y a une sorte de réaction. Alors, cette réaction, elle est partielle. Hein. C'est le cas du CFP. La réaction, elle est bienvenue, on l'a attendue, on est soulagé qu'elle soit venue, mais elle n'est que partielle parce qu'elle n'est pas adossée à une politique fiscale. À un moment donné, il faudra faire des choix. Et c'est peut-être au bord du précipice qu'on fera les bons choix ou alors qu'on ne les fera pas. Mais à ce moment-là, il faudra en assumer les conséquences. Si d'autres personnes veulent poser des questions. La question, c'est quand est le prochain rendez-vous de confrontation ou d'examen par rapport à tout ça? C'est quoi les points d'étape, en fait? Alors, les points d'étape, c'est théoriquement, selon les conclusions du Conseil de décembre, et c'était déjà dit dans le Conseil de juillet, mais enfin, ça a été redit dans le Conseil de décembre, c'est théoriquement au cours du premier semestre 2021 qu'on a les négociations en cours sur les nouvelles ressources propres, celles qui sont les moins conflictuelles, c'est-à-dire pas la taxe sur les transactions financières, mais celles sur les GES et sur les GAFAM. Et on va voir ce que ça donne. Alors maintenant, le problème, c'est pas qu'un problème, comment dirais-je, épisodique. C'est que, là encore, il y a eu des réactions que je trouve positives vis-à-vis de la crise. Il fallait la gérer, globalement, l'Europe a réagi. Mais le temps qu'on a consacré au Brexit, le temps qu'on consacre à la gestion de la crise, et qu'il faut le faire, le temps qu'on gère la conjoncture, en réalité, ou ses aléas. Bon, moi, je considère que le Brexit est quand même un aléa étonnant, même de la construction européenne. Bon, c'est comme ça. Ce temps qu'on passe à gérer la conjoncture, on ne passe pas à gérer la structure. Et ces questions de fond. Ces questions de fond qui préparent la paix de demain, qui préparent la stabilité de demain. Mais il ne faut jamais perdre de vue que le calendrier du premier semestre en Europe, il risque d'être, comment dirais-je, impacté par la réalité de la crise et sa maîtrise ou pas. Donc, je ne serais pas étonné que ces questions-là ne viennent pas frontalement sur la table du Conseil européen et surtout du Conseil ECOFIN, parce que maintenant ça va passer au niveau du Conseil de l'Union européenne, le Conseil ECOFIN. Il y a il y a une feuille de route du Conseil européen qui est donnée. Maintenant, c'est au ministre en charge des questions de traiter cette question-là. Je ne serais pas étonné que ce ne soit pas la priorité de la présidence portugaise dans les 6 mois qui viennent. Que peut-être ce soit la priorité de la présidence française qui arrivera dans pas si longtemps que ça, mais à un moment de notre agenda politique où ça sera peut-être aussi compliqué. C'est là où le temps de la structure et des questions de fond renvoie aux questions qui sont, de toute manière, qu'il faut traiter et qui sont la règle en démocratie, des élections, de l'urgence. Et voilà, donc je suis pas sûr que ce soit quand même la priorité de la présidence portugaise, ces questions-là. Mais il faut que ça avance, au moins en 2027. En fait, la vraie question, pour se donner du temps, voilà, et puis pour finir sur une note d'espoir et qui n'engage que le futur, c'est que le remboursement du plan de relance, 750 milliards, ça fait environ 25 milliards par an en capital, n'intervient qu'en 2028 jusqu'en 2058. Il faut qu'on ait trouvé les réponses d'ici 2027. Oui, mais il ne faudrait peut-être pas qu'on s'en occupe le 25 décembre 2027, justement. Je suis d'accord, c'est ce qui risque de se passer. Oui, mais globalement, on a un peu de temps sur ces questions-là, puisque le remboursement des prêts ne se fera qu'en 2028. Et à partir du moment où ça se fait en 2028, on rembourse les prêts. Si on n'a pas structuré des ressources fiscales nouvelles, ça veut dire qu'on remboursera les prêts sur les moyens tout venant de l'Europe, c'est-à-dire la ressource nationale des États, la contribution RNB. Et ce qui fait que on mettra de l'argent à rembourser une dette,
et on ne mettra plus de l'argent à faire des fonds structurels, forcément, si on n'a pas de ressources fiscales nouvelles. Ouais. Donc, on a jusqu'en 2027 pour trouver un nouvel équilibre. Ça donne un peu de perspective. Oui, dans ce que tu proposes, c'est éventuellement d'augmenter les ressources venant du RNB. Ah, non, pas forcément d'augmenter les ressources du RNB, c'est qu'on peut très bien imaginer… Enfin, le prélèvement. C'est que les ressources du RNB restent constantes, sauf que dans le produit du RNB, il y a une partie qui va couvrir les dépenses de l'Union européenne, les dépenses structurelles, les dépenses d'administration, surtout les dépenses structurelles, et une autre partie qui va financer le remboursement de l'emprunt. Et que par un jeu de phase communicant, ce que tu rembourseras en emprunt, bah, tu ne le mettras plus dans tes politiques structurelles. Ça, c'est la solution du pire, qui appauvrirait l'Europe. C'est la question de l'érosion rampante des moyens d'Europe qui justifie le titre de ma présentation de ce soir. La seule façon de s'en sortir, c'est de développer des nouvelles ressources propres de nature fiscale qui permettent de couvrir le remboursement du capital de l'emprunt et en plus, un peu plus, de financer de nouvelles politiques structurelles européennes. C'est ça l'enjeu, en fait, à partir de 2027. D'où la question entre essor et érosion rampante, Oui. entre embellie court terme, si on peut dire, plan de relance, et puis fragilité structurelle de moyen long terme. Alors, j'ai une précision là concernant une question qui parlait de la monnaie européenne. Et effectivement, la personne avait une vision plus internationale de ça. Autrement dit, est-ce que la gestion de la monnaie européenne est une fragilité par rapport à d'autres pays qui ont une gestion, entre guillemets, plus simple, comme par exemple la Chine avec le yuan ou le dollar, etc. Donc, est-ce que le fait que la monnaie européenne soit une monnaie partagée et pas une monnaie gérée par un seul pays, ou etc., est une fragilité par rapport à, justement, la Chine ou le dollar? Là, c'est un problème qui dépasse un peu le champ européen de notre intervention de ce soir, qui renvoie à la question du système monétaire international, du système financier international. Il est évident que malheureusement, si des pays, et pas des moindres comme la Chine, jouent la carte de l'amélioration de leur compétitivité à l'export par le levier monétaire et par des dévaluations unilatérales, pour les Européens, c'est le fait d'avoir cet euro qui est fort, et ça c'est voulu par l'Allemagne et c'est sa tradition, si j'ose dire, est un handicap en réalité sur le plan international. C'est-à-dire, dit autrement, d'autres joueurs ne jouent pas le jeu de la stabilité monétaire et ils s'appuient sur, j'allais dire, l'illusion monétaire pour améliorer leur part à l'export. Et ça, c'est pour l'économie européenne, en termes de compétitivité coût, malgré tout. Alors, il y a l'axe allemand qui dit c'est sain et on améliore notre compétitivité par rapport à notre technologie, nos savoir-faire, la plus-value qu'on peut générer sur nos productions. Mais sur d'autres pays, c'est là que ça va commencer à coincer, notamment les pays du Sud, s'ils veulent regagner des parts à l'export. Un euro fort et stable sera plutôt un handicap. Ouais. Et là, c'est la Chine qui joue pas forcément, qui joue pas franc jeu. Enfin, elle joue franc jeu aussi, malheureusement, dans le sens où elle joue pas le jeu. Et c'est la grande difficulté qu'on a d'avoir créé une dépendance à la Chine de ce point de vue-là, et qui fait qu'aujourd'hui, on est un peu sans armes. En tout cas, on manque de cette arme monétaire vis-à-vis de la Chine, notamment, mais pas que la Chine. Bien, on arrive sur des propos quand même un tout petit peu, qui méritent quand même d'en reparler, hein, parce que je dirais, notre rôle, nous, en tant que mouvement européen et mouvement, je dirais, de citoyens, il faut qu'on ait une certaine forme de pression auprès de notre monde politique. Je dirais pas uniquement national, mais dans chaque pays, il faudrait que les différents mouvements européens puissent se concerter et faire pression aussi pour qu'il y ait une certaine évolution, une certaine prise en compte de l'intérêt général et non pas de l'intérêt égoïste national. Donc, je crois beaucoup à la carte environnement, hein, Jean-Claude. Pour tout te dire, oui. Je pense que pour sortir de la difficulté dans laquelle on est, l'option environnementale, et notamment de la fiscalité environnementale, est une option décisive. Je pense que c'est la façon concrète de sortir de la forme d'impasse dans laquelle on est, sur le plan fiscal au moins, pour en revenir aux propos de fond de mon exposé. Tout à fait. Et ce qui va aussi dans ce sens, c'est qu'une partie de la jeunesse
est très orientée vers ses préoccupations. Donc, aller faire pression avec la jeunesse, c'est elle qui va prendre le pouvoir de demain. J'espère. Espérons-le. En tout cas, sur la politique de voisinage, c'était une question que je viens de passer sur le fil de conversation. La politique de voisinage, c'est très concret, hein, concrètement, de diminuer de 10% les budgets de voisinage et Rolex, c'est-à-dire surtout du monde. Ça sera plus que 10% au niveau des relations vers les pays développés, notamment vers le Fed. Sera très concrètement le fait que l'Union européenne aura moins de moyens pour aider les pays africains et que ces pays africains, soit ils feront avec moins, soit ils feront avec d'autres. Et je crains qu'ils fassent avec d'autres. Avec la Chine en particulier. Oui, c'est bien avec la Chine en particulier, oui. Oui, ou les États-Unis, hein, l'USDA est aussi un très grand bailleur de fonds, mais surtout la Chine, c'est l'acteur montant en fait de la coopération internationale dans un cadre strictement bilatéral. Oui, en fait, je dirais que ce n'est pas le propos de ce soir. Hein. Voilà, non, mais voilà. Mais par contre, je dirais que ça mériterait quand même qu'on regarde un peu comment, quelles sont les tendances qui peuvent se dessiner entre une Chine qui devient omniprésente et des États-Unis qui vont avoir beaucoup de soucis pour faire face à la crise. Pour eux aussi, ça coûte cher, la crise. Oui, mais là aussi, il faut sortir par le haut de cette affaire. Hein. Le résultat de l'élection américaine, les premiers executive orders du président Biden sont plutôt réconfortants, au moins sur les aspects environnementaux et climatiques qui nous intéressent tous, hein, parce qu'on pour le coup, là, il n'y a pas d'égoïsme territoriaux. Tout le monde comprend bien, et ça va forcément infuser quand même au niveau des élites et des décideurs, qu'on partage le même climat, quoi. Oui, mais par contre, les bailleurs de fonds des États-Unis sont aussi beaucoup la Chine. Eh oui. Enfin, les bailleurs de fonds au sens de ceux qui rachètent la dette souveraine. La dette. Absolument. Donc, il y a un jeu d'équilibre de la terreur, effectivement, qui est éminemment financier, finalement. Est-ce qu'on peut comparer les 1900 milliards avec nos 750 Le 1900 milliards, c'est le tarif de Joe Biden. Oui, oui. C'est vrai que les ordres de grandeur, ça reste comparable. On est dans un facteur 1 à 2, 2,5. Je trouve que l'Europe fait quand même un bel effort. C'était pas gagné d'avance. Là, je reviens au soulagement de ma première slide quand même. Hein. Oui. J'aurais dit qu'on aurait une dette à 750 milliards d'euros. Maintenant, il faut savoir bien l'utiliser. C'est autre chose. Mes craintes sont plutôt dans la capacité qu'auront tous les États à bien utiliser cet argent européen. Mais sur le principe, sur l'affichage, c'est quand même une somme tout de même substantielle, ouais, me semble-t-il. L'Union n'a pas beaucoup de moyens pour vérifier l'utilisation des fonds. Eh ben, là, c'est là c'est souvent national. Hein. Et oui, mais attention. Alors là, je reviens au livre que tu évoquais tout à l'heure, The New European Budgetary Order, qui décrit en fait ce que j'appelle le nouvel ordre budgétaire européen. C'est l'héritage du traité de Maastricht, du pacte de stabilité et de croissance, du traité budgétaire européen de 2012 et de ce qu'on appelle le six-pack, c'est-à-dire un ensemble de directives et de règlements pour encadrer tout ça. L'Union européenne a gagné beaucoup de moyens de contrôle des budgets des États membres. Pas simplement les programmes de stabilité triennaux glissants, ce qu'on appelle les PSTAB, donc avec une vision à 3 ans de la trajectoire des finances publiques des États, mais aussi sur les budgets annuels. Il faut savoir, c'est un règlement, ça s'appelle un des règlements du Two-Pack, un règlement européen de 2013 qui permet à la Commission de remonter les copies des États membres à l'automne, en même temps qu'on présente le budget au Parlement français. Et donc, l'Europe a un droit de regard sur nos budgets. Et l'Europe aura d'autant plus un droit de regard, justement, alors là, pour le coup, je te prends au mot, que l'Europe, maintenant, va financer concrètement des choses à hauteur de ce prêt, justement, de ces prêts ou de ces subventions. Donc, pour le coup, le droit de regard de l'Union européenne, de la Commission européenne, travaillons au profit du Conseil de l'Union européenne, qui statuera in fine. La Commission propose, le Conseil de l'Union européenne dispose. Mais pour le coup, par le jeu du plan de relance, va gagner un droit de regard supplémentaire sur le budget des États, puisqu'elle y contribue. Ouais. Donc pour l'instant, le pacte de stabilité et de croissance, il est suspendu, puisqu'on n'est plus dans la règle des 3%, tout ça. Souvent, on gère, quoi qu'il en coûte, la crise. Mais quand il sera réinstallé et sur la base des règlements communautaires en droit constant, en droit positif, l'Union européenne va gagner forcément en droit de regard sur les finances publiques européennes. Donc ça, c'est plutôt favorable au contrôle budgétaire, si on peut dire, en tout cas à la supervision budgétaire européenne. Donc de la Commission et du pouvoir de la Commission par rapport au Conseil.
Oui et non. La Commission examine, c'est le Conseil qui Oui. tranche. Attention, alors à la majorité qualifiée, dans certains cas, la majorité qualifiée inversée, on est dans un mode de prise de décision communautaire, mais in fine, la Commission, elle rendra aussi en opportunité ses avis. Enfin, la Commission, c'est aussi une structure administrative, mais aussi politique, forcément. Mais in fine, c'est quand même toujours le Conseil de l'Union européenne qui a la main, il ne faut jamais l'oublier. Et si on a globalement des pays qui décrochent, je doute qu'on revienne à une parfaite orthodoxie budgétaire. Je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit toujours bienvenu en termes d'investissement d'avenir, pour revenir à ta question initiale. Mais pour le coup, sur la question de principe, c'est là-dessus que je voudrais pas terminer, parce que je suis encore tout à fait ouvert à des questions, mais le fait que l'Union européenne finance des plans de relance nationaux va lui donner plus de pouvoir, en tout cas plus de poids dans le suivi budgétaire des États, hein, ça c'est certain. L'Italie, à mon avis, n'a pas fini d'avoir quelques soucis avec la Commission, voire le Conseil, si les montants de son plan de relance ne sont pas utilisés à bon escient. Hein. Et parce que la situation avant la crise, il faut quand même bien le dire, hein, c'était la situation de la crise italienne hein, sur le plan budgétaire. C'était, entre guillemets, l'homme malade de l'Europe, avec des déficits et une dette qui était déjà abyssale avant le Covid. C'est là le point de sensibilité, on va dire, du réveil post-crise sanitaire qu'on espère la plus proche possible, hein, je croise les doigts, mais les problèmes structurels reviendront après. Et le premier problème structurel qui va être celui de la Commission et du Conseil, c'est de traiter le cas italien, hein. Assurément. Et le cas français suivra, peut-être. On a d'autres arguments. Il ne faut jamais oublier aussi, dans l'arbitrage tout à l'heure, je parlais beaucoup de l'Allemagne. Enfin, il ne faut jamais oublier aussi, on sort du champ financier pour entrer dans un champ de nature souveraineté, que la France est quand même celle qui dispose aujourd'hui, surtout avec le départ du Royaume-Uni, de la seule armée à peu près en état de marche qui permette d'assurer les positions européennes à l'extérieur de l'Union européenne, notamment au Mali. Donc voilà, il ne faut jamais oublier ça. La France, Oui. elle a dans Non, mais ça, je ne l'oublie pas. Et un actif non monétaire, mais un actif de souveraineté extrêmement important. Mais serais-tu d'accord pour dire que les dépenses militaires devraient, ou une partie devrait être sortie du calcul? Alors ça, c'est une question qui a déjà été posée sur sortir les dépenses militaires, sortir les dépenses d'investissement d'avenir. La question aussi s'est déjà posée. Pour l'instant, on est resté sur une approche assez orthodoxe du pacte de stabilité et de croissance. Maintenant, dans l'application du pacte de stabilité et de croissance, on est à la frontière du droit et de la politique de ce point de vue-là dans le débat. Le fait que la France, elle est globalement pu gérer un déficit qui reste élevé, une dette qui était avant la crise déjà de 100% du PIB, ça peut s'expliquer en partie aussi par une tolérance qui est liée à son rôle de nature militaire dans le monde pour l'Europe. Et diplomatique, oui. Et diplomatique. Et ça, c'est pas dit comme ça, mais c'est un implicite des grands équilibres géopolitiques de l'Union européenne. On a une armée qui tient la route, et dans un monde très incertain, le fait d'avoir un appareil de défense qui tienne la route, c'est quand même un actif de souveraineté, d'une certaine façon, qui n'a pas de prix. Oui, mais ce qu'on constate, c'est que tu lis régulièrement des déclarations, notamment allemandes, qui disent que oui, enfin, vraiment, à quoi ça sert si on a le parapluie américain, quoi. C'est en gros, hein, c'est une façon assez vulgarisée de le dire. À quoi ça sert en tout cas? Non, mais c'est oui. pas moi qui dis ça, hein, on est bien d'accord. Sur la sécurité zonale de l'Europe et de sa périphérie, de son voisinage un peu élargi, je pense donc directement à l'Afrique subsaharienne, pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'Américains sur le terrain. Hein. Donc sur la défense européenne, au sens que tu en entends du spectre de l'OTAN et de l'opposition bipolaire Est-Ouest, tu as raison, il y a toujours cet implicite sans doute du côté allemand et d'autres partenaires européens, je pense là pour le coup vraiment évidemment à la Pologne, mais sur l'Afrique, pour le coup sur l'Afrique, c'est quand même la France qui est au feu. Hein. Oui. Et seulement la France. Il y a une question de Georges qui n'avait pas été posée. Peut-on espérer un jour, surtout depuis le Brexit, la politique européenne pourra se pencher un peu plus concrètement sur les ressources pouvant venir des échanges des services, notamment financiers? C'est la question de la taxe sur la transaction financière. Oui, effectivement.
Question pendante, question ultra sensible, parce que évidemment tous les grands argentiers, tous les États banquiers, on va dire, de l'Union européenne voient pas forcément d'un bon œil l'instauration de cette taxe, qui serait forcément une taxe à petit rendement, enfin pas à petit rendement, mais à petit taux, pour pas bloquer ou pas gêner les échanges. Mais il y a une opposition de principe. C'est à mon avis une des taxes qui sera les plus dures à instaurer. Déjà, Mario Monti, dans le groupe de travail à haut niveau sur les nouvelles ressources propres, porter cette idée-là, elle est reportée dans les conclusions du Conseil que j'évoquais, celle de juillet et de décembre. Pour moi, c'est un peu une arlésienne. On prend les choses presque par le plus difficile. Voilà, je pense que le plus facile, si je puis dire, c'est l'environnement. Bien, ben, je pense qu'on arrive effectivement à notre objectif. Alors, le sujet est compliqué, hein, je dirais c'est un sujet très technique, mais il répond quand même à une préoccupation et un besoin pour tous de nous enrichir d'enrichir nos connaissances. Donc, je tiens beaucoup à te remercier parce qu'on a appris beaucoup de choses ce soir. Je vais effectivement retransmettre ton papier sur l'agenda financier 2027, hein, que j'ai toujours et que j'ai à côté de moi. Donc, aucun souci, je vais le transférer. Je regarde, je pense que j'ai dû mettre quelques notes dessus, mais enfin, ça ne fait rien, il est quand même transmis. Il pourra être transmis. Voilà, en tous les cas, Robin, merci beaucoup pour avoir consacré ce moment avec nous. Et puis, bah, j'espère qu'on aura encore l'occasion de poursuivre et d'aller plus loin sur un certain nombre de pistes que tu as évoquées. Quand elles vont se concrétiser, j'espère qu'elles se concrétiseront bientôt sur les taxes, en particulier écologiques, quand celles-là peuvent être prochaines, enfin on peut l'espérer. Et puis bah, d'autres débats pourront venir. En tous les cas, merci. Et puis de toute façon, à tous, à bientôt et bonne année. Merci à tous. Merci. Bonne année. Et bonne Au année. plaisir de vous revoir, peut-être à l'hôtel de l'Industrie. Ah, avec peut-être. J'espère aussi. Oui. Au revoir et merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.